Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sahouya Congo. Vous le savez tous que demain 30 juin, c'est l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas une date à commémorer, à fêter. Oui, c'est bon, mais est-ce qu'il faut fêter? Mais est-ce qu'il faut s'y réjouir? Est-ce qu'il faut boire? Moi, je pense plutôt personnellement qu'il faut méditer parce que pour moi, il n'y a pas eu des avancées dans différents secteurs du bon fonctionnement de la République démocratique du Congo. On a l'intention de dire plutôt que voilà, on est toujours colonisé parce que nos mains, vous le savez, elles sont toujours tendues vers les Occidentaux, les Européens pour demander à tout moment des aides humanitaires à l'est du pays. L'instabilité continue 60 ans après. Mais quel bilan pour la RDC? Mais est-ce qu'il faut continuer comme ça? Est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes aujourd'hui là, en tout cas au bureau de la CAGE, c'est à Gombe, où nous sommes à Sosimat. Nous sommes venus à la rencontre du président de la CAGE, Maître Georges Kapiamba, qui va nous aider à faire les bilans, un aperçu général sur tout ce qui s'est passé pendant ces 60 ans, mais aussi on va parler toujours avec lui, on va parler de l'audition des vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et en charge plutôt de la justice et garde de Sceaux qui a été interpellé, auditionné, mais en tout cas une interpellation qui a mis beaucoup de panique du côté du FCC. Vous avez vu les déclarations de certains cadres du FCC compliquées. Donc nous sommes avec lui. Regardez. Bonjour. Tout a commencé avec cette proposition de loi du plan national féminin pour Karis Sakata. Puis ça n'est suivi ces observations illégales du ministre de la Justice qui a adressé à l'Assemblée nationale à l'insu du Conseil des ministres. Et puis il y a eu une interpellation après. Certaines personnes pensent que cette interpellation n'est pas légale ou encore c'était une humiliation à l'endroit du ministre. Vous êtes praticien du droit. Il y a une autre opinion qui pense également que c'est une infraction de la part du ministre et que l'interpellation en question elle est légale. Alors vous qui êtes spécialiste en matière, qu'est-ce que vous avez comme analyse de cette situation? Bon, merci d'abord pour la question. Je voudrais d'abord rappeler à chacun de nous, à ceux qui vont nous suivre, une chose importante. C'est que dans un État moderne, organisé, nous avons des catégories de professions. Et dans ces catégories de professions et métiers, chacun a sa spécialité. C'est ce que nous appelons généralement, en termes simples, la division du travail. Et donc, lorsqu'il y a un problème qui se pose, une situation qui se produit, nous devons tous avoir la modestie de nous référer aux avis, aux observations, mieux au point de vue des spécialistes. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression et d'opinion, chacun pense qu'il a des droits, il a la capacité, il a l'expertise de donner le point de vue, de s'exprimer sur tout, et pensant même que son point de vue, même si cela ne correspond pas à son propre cursus de formation, ça doit prévaloir. Ceci, c'est pour mieux vous répondre à la question, parce qu'elle fait l'objet de débats intenses dans notre société, pour savoir si l'arrestation le week-end passé du VPM de la justice est légale ou illégale. Déjà, d'emblée, j'ai dit, il ne doit pas être considéré comme illégal ou encore arbitraire. Pourquoi? Parce que ordonné par le procureur général près la Cour de cassation, qui est compétent au regard de la Constitution et des autres lois de la République, qui a les prérogatives pour arrêter notamment les personnes revêtues de la qualité des ministres. Deuxièmement, cette arrestation est légale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mandat d'amener, établi, donné aux agents de l'ordre qui l'ont exécuté. Et c'est la procédure pénale prévue par les lois de notre pays. Enfin, il y a des gens qui ont dit que ça ne pouvait pas se justifier. J'ai cru entendre même certains professeurs, parlant au nom de leur parti politique, dire qu'on ne devait pas l'arrêter parce qu'il fallait d'abord solliciter et obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale
conformément à l'article 153 de la Constitution. J'ai dit, mais non, ils doivent dire la vérité, parce que dans ce pays, nous avons dans notre arsenal juridique la loi portant répression des infractions répétées, des infractions commises dans le cadre de ce qu'on appelle circonstances de flagrance. C'est-à-dire des infractions commises dans ces circonstances n'imposent pas au procureur, au parquet, l'obligation de solliciter l'autorisation de poursuite, quel que soit le degré de responsabilité de la personne concernée. Même s'il s'agit d'un ministre, d'un parlementaire ou d'un haut magistrat, parce que les gens doivent savoir que même des hauts magistrats, s'il lui arrivait de commettre une infraction dans des circonstances de flagrance, il peut aussi être interpellé, arrêté, poursuivi. D'autant plus que l'article 153 de la Constitution cite parmi les bénéficiaires des immunités, notamment c'est cette catégorie des magistrats, parce qu'il faut solliciter d'abord l'autorisation auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, sur tout le plan, l'arrestation qui a été opérée contre les ministres de la Justice le week-end passé est légale sur tous les plans. Alors, une dernière question pour ma part, c'est cette réaction ou encore déclaration du Premier ministre, un acte jugé illégal pour certains. D'autres pensent que cette communication du Premier ministre met en mal le bon fonctionnement des institutions. Est-ce que cet acte peut être considéré comme illégal? Et si il est illégal, comment est-ce que le Premier ministre peut communiquer avec le chef de l'État? Parce qu'il y a déjà polémique, comme vous le savez. Oui, mais le cadre de communication prévu par les lois du pays, c'est la loi portant fixation des modalités de collaboration entre les gouvernements et la présidence plutôt de la République. C'est cette loi-là qui indique de quelle manière les membres du gouvernement, en commençant par le Premier ministre, peuvent-ils collaborer avec les chefs de l'État. Et quand vous lisez cette loi, vous allez constater que les communiqués ou une déclaration publique telle que le Premier ministre l'a fait lire par son porte-parole n'est pas considérée comme une modalité de collaboration ou de communication entre lui et le président de la République. Et là, il y a eu vraiment une faute dans les chefs du Premier ministre que nous déplorons tous, parce que les choses ne doivent pas se faire de cette manière-là. En tant que républicains, ils doivent savoir respecter les procédures légales au lieu de tomber dans ce genre de travers. Maître Georges Kapiamba, qu'est-ce qui justifie par exemple la présence d'Emmanuel Ramazani Chadari et Aubin Minakou lors de l'interpellation du ministre, sachant qu'il est d'abord citoyen comme tout autre? Bon, mais ça a été tout simplement une démarche tendant à faire influencer les cours de la justice. Et ce sont des pratiques que nous déplorons. Et il est plus que temps que chacun de nous prenne conscience que dans un état de droit, tout le monde est régi par les mêmes lois et que nul n'est au-dessus de la loi. Et lorsqu'il y a des problèmes, la justice est la seule institution qui a reçu de la Constitution et des autres lois de notre pays le pouvoir d'interpeller qui que ce soit dans les conditions de fond et de forme prévues par les dites lois. Et donc, les autres citoyens n'ont aucun droit, aucun pouvoir d'aller tenter à s'ériger en obstacle au travail de l'administration de la justice. Sinon, le procureur général peut même ouvrir des dossiers à charge de ceux qui tenteraient à faire obstruction à l'exécution d'une mission d'intérêt public. C'est aussi une infraction. Toujours par rapport à ces propositions de loi de Aubin Minakou et Gary Sakata, la population s'est soulevée, vous vous rappelez récemment, pour protester contre ces lois-là. Et après que la population ait manifesté son mécontentement, le FCC, à travers Néhémie Moulanga, a fait une déclaration pour dire que eux, ils ne seront pas les premiers à quitter la coalition Cash FCC. Est-ce qu'il y a un plan qui se dessine derrière tout ce qu'on voit dans les médias ou comment?
Bon, moi je pense que s'agissant du fonctionnement de la coalition, la CAJ déjà en janvier de cette année, nous avions fait notre analyse de la gouvernance de notre pays par cette coalition et le 29 janvier, une année après, nous avions établi que le bilan était catastrophique et nous avions formulé des recommandations pour que les deux composantes de cette coalition fassent une évaluation objective de manière soit à réajuster les tirs ou carrément à mettre fin à la dite coalition. Mais nous nous sommes rendus compte que ce travail n'a jamais été fait et la même hypocrisie a continué à poursuivre la soi-disant coalition jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous avons ces résultats-là. Donc aujourd'hui, il est plus qu'indiqué que cette évaluation se fasse rapidement, de manière sincère, et que tous constatent que la coalition FCC-CAJ n'est plus en mesure aujourd'hui de servir la nation et qu'il faut que les gens reconnaissent l'urgence qu'il y a pour que les chefs de l'État mettent fin à l'actuelle Assemblée nationale, conformément à la Constitution, pour rentrer devant le peuple souverain qui devra se choisir de nouveaux députés qui pourront cette fois-là constituer une nouvelle majorité qui pourra continuer à aider l'exécutif pour accomplir le programme d'action qui doit être bénéfique, c'est-à-dire pour le peuple, c'est-à-dire c'est lui qui devra contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des citoyens. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, même quand nous parlons, nous revenons encore sur les conséquences engendrées par ces trois propositions de loi, c'est parce qu'il y a une recherche tout simplement des intérêts personnels dans les chefs de la famille politique qui a initié ce texte. Malgré le fait qu'il y a eu une opposition farouche de la part de la population, de plusieurs catégories socio-professionnelles, ils ont dit qu'eux vont avancer jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils savent que leur démarche va provoquer des violences dans notre pays et des conséquences négatives. Donc, ils sont animés de mauvaise foi. Ils veulent tout simplement contribuer à un chaos dans notre pays. Et donc, nous pensons que ce que nous avions déjà demandé en janvier devra être remis sur la table. L'évaluation exhaustive et objective, sincère, de la gouvernance de cette coalition, et puis que chacune des parties prenne son courage de reconnaître que la coalition FCC-CAJ n'a pas permis au président de la République de réaliser les promesses qu'il a faites au peuple congolais, qu'il est plus que temps qu'on passe à la dissolution de l'Assemblée pour que de nouveaux députés soient élus et qui pourront avoir plus conscience pour travailler dans l'intérêt du peuple. 1960, le 30 juin 1960, la RDC accède à son indépendance 60 ans après. Les bilans, il est positif, il est négatif. Est-ce que la RDC est réellement indépendante ou continue à dépendre de l'extérieur? Non, vous savez que l'indépendance ne doit pas être entendue comme le simple slogan. Malheureusement, c'est de cette manière-là que nous l'avons vécu. Et demain, nous allons totaliser 60 ans sous tout simplement ces slogans-là d'indépendance. Mais la RDC, nous ne sommes jamais arrivés à être indépendants. Pourquoi? Parce que sur tout le plan qui pouvait nous permettre de réaffirmer, de consolider notre indépendance, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, comment voulez-vous que nous soyons indépendants lorsque nous sommes incapables de prendre en charge la sécurité des personnes et de leurs biens? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de forces armées qui sont suffisamment outillées, qui sont suffisamment mieux rémunérées, parce que tous les moyens qui sont générés au niveau de la collecte des impôts sont généralement détournés par un groupe d'individus. Et le peuple congolais n'est pas en mesure aujourd'hui de se suffire en ce qui concerne ses besoins primaires.
Et au niveau de la production interne, tout ce qui est produit ne sert qu'à alimenter les industries étrangères. Donc, nous n'avons plus d'industries au niveau national qui peuvent contribuer à répondre aux besoins de la population. Donc, nous sommes en réalité indépendants, mais une indépendance qui est jusqu'à ce jour creuse. Et pour finir, en ce qui concerne la justice, par exemple, parce que vous êtes le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, c'est ce qu'il y a eu des avancées en ce qui concerne les droits de l'homme, par exemple, de 1960 à nos jours. Bon, il faut dire que depuis 1960 à ce jour, nous n'avons pas su bâtir réellement des institutions fortes. Nous avons connu seulement des individus qui se sont accaparés du pouvoir de l'État pour se rendre forts. C'est ce qui fait que jusqu'à ce jour, nous sommes en train toujours de tâtonner en ce qui concerne notamment l'efficacité des institutions telles que la justice. Et donc, nous devons quand même remercier les efforts du nouveau leadership déjà dans notre pays qui démontre que depuis qu'il y a un nouveau président, il y a de plus en plus des efforts, il y a de plus en plus un discours politique qui traduit une volonté politique au plus haut niveau du pays qui tend à donner à notre pays une justice en tant qu'institution stable pour arriver à équilibrer les intérêts des uns et des autres, assurer la protection de tous. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous êtes au moins rassurés que vos droits seront protégés et que les différends qui pourront subsister entre les gouvernants et les gouvernés pourront être traités sans tenir compte du poids politique ou de votre position financière. Donc ce sont ces efforts-là que nous saluons, pour lesquels nous appelons les Congolaises et les Congolais à soutenir, parce que sans cela, nous risquerons encore de réaliser d'autres 60 ans à partir de demain, ça sera toujours un passage à vide et que le pays ne pourra jamais se développer en dépit du fait qu'il regorge d'immenses richesses. Et pour finir, les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire que quand le président de la République parlait d'un état des droits, de la restauration de la justice et aussi la population, c'est-à-dire que tout Congolais soit égal, par exemple, devant la justice ou que les Congolais soient égaux devant la justice, quel message avez-vous à lancer pour la population, pour les présidents de la République, mais aussi pour toutes les associations qui militent pour les droits de l'homme en cette date commémorative de l'indépendance de notre pays? Non, notre message est simple, c'est de continuer à mobiliser la population. Nous devons nous mobiliser autour des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Ce sont des valeurs qui visent à faire restaurer dans notre pays un État réellement démocratique, mais un État de droit. Parce que si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, à travailler pour cet État de droit démocratique, nous ne pourrons jamais, alors jamais, nous sentir libres ou nous sentir protégés. Seul l'État de droit est à même de protéger un pauvre, un paysan, un chômeur. Pourquoi? Parce que fondé sur la justice distributive, de telle sorte que s'il y a des emplois qui s'offrent, ce sont les règles de l'État de droit qui pourront guider les dirigeants à pouvoir engager des gens. Mais si nous continuons à travailler comme nous avons passé les dernières 20 ans, avec des dirigeants qui ont plus travaillé pour s'assurer seulement leur propre domination sur les 90% des autres Congolais, ceux qui cherchent tout le temps à tailler des lois sur mesure parce qu'ils veulent s'assurer d'une certaine hégémonie politico-financière, nous ne pourrons jamais, jamais nous sentir heureux dans notre pays. Donc, il faut que nous puissions nous mobiliser davantage derrière ces valeurs de l'état de droit démocratique. Nous puissions tous combattre la corruption, le détournement des deniers publics, combattre l'impunité, qu'il ne puisse plus y avoir des personnes dites
intouchable. C'est lui qui commet une faute ou une infraction, comme le pasteur Ekofo l'avait rappelé, que vous soyez général, que vous soyez ministre, que vous soyez mandataire, quelle que soit votre position, lorsque vous commettez une infraction, vous violez les lois de la République, que la justice ne puisse pas vous traiter autrement ou avec beaucoup de facilité ou d'autres avantages. Que vous soyez traité en considérant que vous avez violé les lois de la République, vous êtes un délinquant et qu'on vous juge, parce que ce sont ces genres d'actions qui vont donner de la pédagogie aux autres pour que les gens comprennent que désormais, il ne faut pas voler les biens de l'État, il ne faut pas penser que s'acheter beaucoup de maisons, de voitures, s'amasser beaucoup de moyens, c'est ça qui va vous protéger. Vous allez le faire aujourd'hui. Dès qu'on vous identifie, on vous découvre, vous devez savoir qu'on va vous juger avec sévérité, avec aussi la possibilité de vous confisquer tous les biens que vous avez volés à l'État pour votre propre compte, et on les retourne à l'État dans l'intérêt de tous les Congolais. Georges Kapiamba, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, son message, il était clair, il a fait les bilans, il a expliqué que voilà, l'arrestation ou l'interpellation du ministre de la Justice est légale et qu'il mérite même une arrestation, voire une condamnation des poursuites judiciaires. Vous avez compris, n'hésitez pas de partager avec nous ce que vous aussi vous avez pensé de toutes ces histoires et surtout de l'indépendance du pays en commentaire. Likez, commentez, partagez pour nous soutenir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Moura qui était derrière la caméra. À bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.